Imaginez ceci. Une femme de 70 ans, vêtue d'un simple manteau usé par le temps, pousse la lourde porte en verre d'une agence immobilière de luxe sur l'avenue Montaigne à Paris. L'air à l'intérieur sent le cuir neuf et le succès. Elle s'avance et demande à voir le bien le plus cher de leur catalogue. Un appartement terrasse à 50 millions d'euros. Le meilleur agent de l'agence, un homme arrogant au sommet de sa gloire, éclate d'un rire si fort que tout le monde se retourne. C'est le début d'une humiliation publique, mais aussi le début de sa chute spectaculaire. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui, nous l'espérons, vous touche et vous inspire. C'est rapide, gratuit et ça signifie énormément pour nous. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent et connecter avec notre communauté du Mauve-entier. Notre histoire se déroule dans le cœur battant de Paris, au sein de l'agence Prestige Immobilier. Un temple de verre et de marbre où les rêves des ultra-riches prennent forme. Le roi de ce royaume était Antoine de Villiers. À 35 ans, il était l'incarnation de la réussite. Costume italien parfaitement coupé, montre suisse d'une valeur inestimable au poignet, et un sourire aussi brillant que dangereux. Antoine ne vendait pas des maisons, il vendait un statut, un fantasme. Sa page Instagram était une galerie de ses succès, remplie de photos de lui à côté de célébrités et de voitures de sport. Pour lui, le monde était divisé en deux catégories. Les gagnants, comme lui, et les autres, des invisibles qui ne méritaient même pas son regard. Ce matin-là, il venait de conclure une vente à 8 chiffres et se sentait invincible, vérifiant distraitement les j'aime sur sa dernière publication. C'est à ce moment précis qu'Élise Dubois entra. Le contraste était saisissant. Son vieux manteau de laine, d'une couleur indéfinissable, et ses chaussures plates et pratiques semblaient absorber la lumière brillante de l'agence. Ses cheveux gris étaient simplement attachés en un chignon, et son visage, bien que marqué par les rides de toute une vie, possédait une dignité tranquille. Les autres clients, vêtus de marques de luxe de la tête aux pieds, s'écartèrent instinctivement, leur conversation chuchotée se transformant en murmures de jugement. Les caméras de surveillance, discrètes mais omniprésentes, enregistraient chaque détail de cette scène incongrue. Élise semblait complètement perdue, une anomalie dans cet univers aseptisé où chaque détail criait la richesse. Antoine observait la scène depuis son bureau vitré. Un rictus de mépris aux lèvres. Encore une qui s'est trompée d'adresse, pensa-t-il. Il décida de faire de cette situation une démonstration de son pouvoir. Une petite leçon pour ses jeunes employés sur la manière de filtrer la clientèle. Il sortit de son bureau, ses chaussures en cuir italien claquant sur le sol en marbre. Il s'approcha d'Élise avec une fausse chaleur dans la voix. « Bonjour madame. Puis-je vous aider ? Vous cherchez peut-être les services sociaux. Leurs bureaux ne sont pas dans ce quartier. » Sa remarque cruelle fut suivie des rires étouffés de quelques employés qui voulaient plaire à leur patron. Élise ne se laissa pas démonter. Elle le regarda droit dans les yeux, son regard calme et profond, contrastant avec l'agitation superficielle d'Antoine. « Bonjour, jeune homme. Non, je suis au bon endroit. Je m'appelle Élise Dubois, et je souhaiterais obtenir des informations sur le penthouse de la Tour Céleste. » Le silence qui suivit fut total. Même les murmures cessèrent. Antoine cligna des yeux, croyant avoir mal entendu. Le penthouse de la Tour Céleste était leur joyau. Une propriété légendaire, avec une vue à 360 degrés sur tout Paris. Un bien si exclusif que sa simple mention était réservée à un cercle très fermé de milliardaires. L'idée que cette femme, qui ressemblait à une grand-mère venant du fin fond de la campagne, puisse ne serait-ce que prononcer son nom était, pour lui, une absurdité totale. Il récupéra rapidement sa contenance et la transforma en une moquerie publique. Il éclata de rire,
un rire fort, condescendant, qui résonna dans toute l'agence. Le penthouse. Madame, vous avez de l'humour. Savez-vous seulement de quoi vous parlez? Nous parlons d'une propriété à 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Il articula chaque syllabe comme s'il s'adressait à une enfant. Rien que les frais pour organiser une visite privée coûtent plus cher que votre manteau et probablement tout ce que vous possédez. L'humiliation était complète. Les visages des autres clients affichaient un mélange de gêne et d'amusement cruel. Les employés d'Antoine souriaient, complices de la cruauté de leur chef. Élise, cependant, resta parfaitement calme. Son expression ne changea pas. Elle soutint le regard d'Antoine, laissant le poids de ses paroles méprisantes flotter dans l'air. Elle ne dit rien, mais son silence était plus puissant que n'importe quelle réplique. Elle se contenta de hocher lentement la tête, comme si elle confirmait une information qu'elle connaissait déjà. Antoine, savourant sa petite victoire et se sentant magnanime dans sa cruauté, se détourna d'elle avec dédain. Il fit un signe de la main à une jeune stagiaire terrifiée nommée Chloé. « Chloé, occupez-vous de Madame et montrez-lui la sortie. Nous avons de vrais clients à servir. » Il ne savait pas encore qu'il venait de commettre la plus grande et la dernière erreur de sa brillante carrière. Il ignorait que le regard calme de cette vieille femme n'était pas un signe de défaite, mais celui d'un juge qui venait de rendre son verdict. Et surtout, il ne pouvait pas imaginer que cette femme, qu'il venait d'humilier devant tout le monde, n'était pas seulement une cliente potentielle, mais la personne qui tenait son destin, et celui de toute l'agence, entre ses mains usées par le travail. Alors qu'Antoine de Villiers retournait à son bureau, se délectant des sourires approbateurs de ses collègues, la jeune stagiaire, Chloé, s'approcha d'Élise avec une hésitation visible. Âgée d'à peine 20 ans, Chloé venait d'une petite ville de province et ce stage était pour elle le rêve d'une vie. Elle idolâtrait Antoine, mais la cruauté gratuite dont il venait de faire preuve la mettait profondément mal à l'aise. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tendait un verre d'eau à Élise. « Madame, Je suis désolé pour le comportement de monsieur de Villiers. Voulez-vous vous asseoir un instant ?» Sa voix était à peine un murmure, remplie d'une sincérité qui contrastait violemment avec l'arrogance ambiante. Élise accepta le verre d'eau, un léger sourire reconnaissant adoucissant les traits de son visage. Elle observa la jeune fille, notant la bonté dans ses yeux. « Merci, mon enfant. C'est très aimable à vous. » Élise s'assit sur l'un des fauteuils en cuir blanc, ignorant les regards insistants des autres personnes présentes. Au lieu de paraître intimidée, elle semblait parfaitement à sa place, comme une reine sur un trône inattendu. Elle but une gorgée d'eau et se tourna vers Chloé. « Dites-moi, Chloé, commença-t-elle d'une voix posée. Ce bâtiment, la tour céleste. Les fondations ont bien été réalisées avec la technique du béton précontraint, n'est-ce pas? Et le système de zonage pour les étages commerciaux a été approuvé par l'urbanisme en 2018, juste avant le changement de réglementation. » Chloé resta bouche bée. Ces questions étaient d'une précision technique redoutable. Des détails que seuls les architectes ou les ingénieurs du projet connaissaient. Comment cette femme pouvait-elle être au courant de cela? Oui, je crois, madame. Je ne suis pas sûr, ce n'est pas vraiment mon domaine. » Élise hocha la tête, comme si la réponse de Chloé confirmait ses pensées. C'est un bel ouvrage, solide, construit pour durer. Antoine, qui observait la scène depuis son bureau, sentit une vague d'irritation le submerger. Non seulement la vieille femme n'était pas partie, mais elle monopolisait sa stagiaire avec des questions absurdes. Il sortit de son bureau, son visage un masque de fureur contenue. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit de raccompagner cette personne, pas de lui faire la conversation. Tu es ici pour apprendre à vendre des biens à plusieurs millions, pas pour tenir compagnie aux sans-abri. » Il attrapa le bras de la jeune fille avec une force surprenante. « Retourne à ton poste immédiatement. Un mot de plus, et ton stage est terminé, compris ?» Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Elle hocha la tête, humiliée, et s'éloigna en jetant un regard désolé à Élise. L'incident n'échappa à personne. Les clients chuchotèrent entre eux, certains secouant la tête, d'autres savourant le drame. Antoine, lui, se sentait puissant. Il avait remis tout le monde à sa place. C'est alors qu'Élise fit quelque chose d'inattendu. Lentement, elle sortit de son sac à main un vieux téléphone à clapet, un objet si anachronique dans ce temple de la technologie qu'il en devenait presque fascinant. D'un pouce agile,
elle tapa un court message. L'écran, minuscule et pixelisé, s'illumina brièvement. Personne ne pouvait voir ce qu'elle écrivait, mais si l'on s'était penché, on aurait pu lire « Étape 1, terminée. Il a échoué lamentablement. » Elle referma le téléphone avec un claquement sec et le rangea. Puis, elle se leva avec une lenteur calculée, son regard balayant l'agence une dernière fois avant de se fixer à nouveau sur Antoine. « Jeune homme, vous avez fait une grave erreur aujourd'hui. » Plus grave que vous ne pouvez l'imaginer. Sur ces mots, elle se dirigea vers la sortie, sa silhouette frêle se découpant sur la lumière crue de l'avenue. Antoine la regarda partir avec un haussement d'épaules méprisant. « La folle a enfin décidé de nous laisser tranquilles », lança-t-il à la cantonade pour détendre l'atmosphère. Il retourna à son bureau, déjà en train de préparer une story pour son Instagram, une vidéo pleine d'esprit sur les personnages étranges qu'on peut rencontrer dans l'immobilier de luxe. Il se filma en train de rire, ajoutant un filtre doré et un sticker Parisian Life. Il ne remarqua pas le message qui venait d'apparaître sur l'écran de son ordinateur. Une notification de la banque du groupe. C'était une alerte standard. Un virement entrant inhabituel sur le compte séquestre de l'agence. Le montant était si énorme que le système l'avait signalé automatiquement. 50 millions d'euros. L'expéditeur était un fonds d'investissement suisse anonyme. Mais la référence du virement était ce qui aurait dû l'alerter. Elle contenait une seule phrase. À compte pour le penthouse de la Tour Céleste. Transaction initiée par E.D. Mais Antoine était trop occupé à compter ses vues et à répondre aux commentaires admiratifs de ses abonnés. Il ferma la notification sans même la lire attentivement, pensant à une erreur ou à un test du système. Il ne vit pas non plus Chloé, qui, en passant près de son bureau pour aller chercher des dossiers, jeta un coup d'œil à l'écran. Elle vit la notification, elle vit le montant, et elle vit les initiales, E.D. Un frisson la parcourut. Élise Dubois. C'était impossible. Une coïncidence, sûrement. Pourtant, une graine de doute venait d'être plantée dans son esprit. Elle se souvint des questions techniques d'Élise, de son calme imperturbable face à l'humiliation, de la dignité royale avec laquelle elle avait quitté les lieux. Et si ce n'était pas une coïncidence? Chloé retourna à son petit bureau, le cœur battant à tout rompre. Elle ouvrit son ordinateur et, poussée par une curiosité irrépressible, elle tapa « Élise Dubois, France Immobilier » dans le moteur de recherche. Les premiers résultats ne donnèrent rien de concluant. Des homonymes, des articles sans rapport. Elle était sur le point d'abandonner, se disant qu'elle devenait paranoïaque, quand elle décida d'essayer une recherche plus spécifique, en ajoutant le nom du groupe propriétaire de la Tour Céleste. La page se rafraîchit. Et là, tout en bas, un lien discret vers les archives d'un vieux magazine financier datant de plus de 30 ans. Le titre de l'article était « Le constructeur de l'ombre, portrait d'un visionnaire anonyme qui redessine Paris ». Intriguée, elle cliqua. L'article parlait du fondateur mystérieux du groupe, une personne qui avait toujours refusé toute interview et dont personne ne connaissait le visage. Le journaliste, frustré, n'avait pu obtenir qu'une seule information de la part d'un ancien associé. Le nom de jeune fille de l'épouse du fondateur, qu'il avait rencontré alors qu'il était simple ouvrier sur un chantier. Ce qu'elle lut ensuite fit s'arrêter son cœur. Le nom était Dubois. Le nom Dubois clignotait sur l'écran de Chloé comme un signal d'alarme. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de connecter les points. Les questions techniques d'Élise, son calme olympien, les initiales sur le virement bancaire de 50 millions d'euros, et maintenant ce nom, lié au fondateur légendaire et anonyme du groupe. La possibilité était si folle, si improbable, qu'elle aurait dû en rire. Mais au fond d'elle, une intuition puissante lui disait qu'elle venait de tomber sur un secret capable de faire trembler les fondations de prestige immobilier. Le sang quitta son visage. Si Élise Dubois était bien celle qu'elle pensait, alors Antoine de Villiers ne venait pas seulement d'insulter une cliente. Il venait de cracher au visage de la personne qui possédait l'immeuble, l'agence, et probablement sa carrière. Chloé sentit un mélange de terreur et d'excitation.
Elle savait qu'elle se trouvait à un tournant décisif. Elle pouvait ignorer cette découverte et sauver son stage, ou elle pouvait choisir son camp. Le souvenir des larmes qu'Antoine lui avait arrachées quelques minutes plus tôt fit pencher la balance. Sa décision prise, elle agit avec une rapidité et une discrétion qu'elle ne se connaissait pas. D'un geste rapide, elle plie une capture d'écran de l'article du magazine financier, ainsi que de la notification bancaire qu'Antoine avait stupidement laissé afficher. Elle s'envoya les images sur son propre compte WhatsApp, dans une conversation avec elle-même, puis supprima immédiatement les preuves de son ordinateur de travail. C'était un petit acte de rébellion, mais il lui donna un sentiment de puissance. Elle n'était plus une victime passive. Elle était désormais une gardienne de la vérité, une alliée silencieuse. Elle leva les yeux et vit Antoine, de l'autre côté de l'open space, en train de se vanter auprès d'un autre agent de la façon dont il avait remis à sa place une vieille folle. Il riait, imbu de lui-même, ignorant totalement le danger qui se refermait sur lui. Chloé sentit une colère froide la traverser. Il méritait ce qui allait lui arriver. Pendant ce temps, Élise Dubois n'était pas allée bien loin. Elle s'était assise sur un banc de l'avenue Montaigne, juste en face de l'agence, observant l'agitation à travers les vitres immaculées. Son vieux téléphone sonna. C'était sa fille, Camille. « Alors maman, comment ça s'est passé ?» La voix de Camille était pleine d'inquiétude. « Comme prévu, ma chérie. L'arrogance est un poison qui rend les hommes aveugles. » Élise marqua une pause, son regard se perdant dans le va-et-vient des voitures de luxe. « Comment va Léo aujourd'hui ?» La question fit basculer l'ambiance. « Il a eu une autre crise ce matin. Les médecins disent que nous n'avons plus beaucoup de temps. L'opération en Suisse est notre seule chance, maman. Tu es sûre que c'est la bonne façon de faire ? Vendre le penthouse ? » Élise m'interrompit doucement. « Ce n'est qu'une maison, Camille. Des briques et du mortier. La vie de mon petit-fils vaut plus que tous les immeubles de Paris. Et cette vente n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question de principe. Je dois nettoyer la maison que ton père et moi avons construite. Elle est infestée par des gens comme cet Antoine de Villiers. » Après avoir raccroché, Élise sentit le poids de la situation peser sur ses épaules. L'image de son petit-fils Léo, âgé de 8 ans, luttant pour respirer dans un lit d'hôpital, lui serra le cœur. C'était pour lui qu'elle faisait tout ça. Cette humiliation publique n'était rien comparée à la douleur de voir un enfant souffrir. Elle sortit une petite broche de son sac, un bijou simple en apparence. D'une pression discrète, elle activa la microcaméra et l'enregistreur audio dissimulé à l'intérieur. La technologie était un cadeau de son fils, un ingénieur de génie qui s'inquiétait pour sa sécurité. Elle n'avait jamais pensé l'utiliser de cette manière. Elle se leva et, avec une détermination renouvelée, reboussa la porte de l'agence pour la 2e fois de la journée. Le silence se fit à nouveau. Antoine, la voyant revenir, leva les yeux au ciel avec une exaspération théâtrale. « Mon Dieu, mais c'est tenace ! Vous n'avez pas compris la première fois ? La sécurité !» Mais avant que l'agent de sécurité ne puisse bouger, Élise parla d'une voix claire et forte, s'assurant que sa broche enregistrait chaque mot. « Je ne suis pas parti parce que je n'ai pas l'intention de le faire avant d'avoir vu ce penthouse. Et puisque vous semblez douter de mes capacités financières, peut-être que ceci vous aidera. » Elle sortit de son portefeuille une carte bancaire. Ce n'était pas une carte ordinaire. Elle était faite de métal noir mat, sans nom ni numéro visible, portant seulement un petit logo discret, celui de la banque privée la plus exclusive du monde, connue pour ne servir que les fortunes dépassant le milliard d'euros. Elle la posa sur le comptoir. Antoine la regarda, puis éclata d'un rire encore plus méprisant. Une fausse carte en métal achetée sur Internet. C'est pathétique. Vous êtes encore plus folle que je ne le pensais. Il prit la carte et la fit tourner entre ses doigts. Vous savez ce que je vais faire avec ça. Je vais la couper en deux pour vous montrer ce que je pense de votre petite comédie. Il se dirigea vers son bureau pour prendre une paire de ciseaux, son dos tourné à Élise et aux caméras de l'agence. C'est à ce moment que Chloé, voyant sa chance, agit. Faisant semblant de trébucher,
Elle renversa une pile de dossiers juste à côté d'Antoine. Tandis qu'il se plaignait bruyamment de sa maladresse, elle réussit en une fraction de seconde à prendre la carte noire et à la remplacer par une vieille carte de fidélité de supermarché qu'elle avait dans sa poche. Le tout se passa si vite que personne ne le remarqua. Antoine, furieux, ramassa la fausse carte sans même la regarder et retourna triomphalement vers Élise. « Voilà ce que je pense de votre richesse, madame. » D'un coup sec, il coupa la carte de fidélité en deux sous les applaudissements de quelques employés zélés. Il jeta les morceaux sur le sol, aux pieds d'Élise. « Maintenant, partez, et ne revenez jamais. » Pendant ce temps, Chloé, le cœur battant, avait glissé la véritable carte noire dans sa poche. Elle avait tout risqué sur une impulsion, mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait désormais une preuve matérielle, un objet qui valait plus que toutes les captures d'écran du monde. Élise lui lança un regard presque imperceptible, un éclair de gratitude et de complicité dans ses yeux. La vieille femme se pencha lentement, non pas pour ramasser les morceaux de plastique, mais pour ajuster son lacet. Sa broche, toujours active, filmait la scène en gros plan. Le visage triomphant d'Antoine, les morceaux de la carte coupés sur le sol en marbre, et les sourires cruels de ses complices. Elle avait maintenant tout ce dont elle avait besoin. La vidéo de l'humiliation, l'enregistrement audio des menaces, la complicité des autres employés, et une alliée inattendue à l'intérieur même de la forteresse ennemie. Le piège était en place. Le moment de la vérité approchait, et il serait bien plus terrible que tout ce qu'Antoine de Villiers aurait pu imaginer dans ses pires cauchemars. L'humiliation était totale. Les morceaux de la carte de fidélité gisaient sur le sol comme les débris d'une dignité anéantie. Antoine de Villiers se tenait au-dessus d'Élise, bras croisés, un sourire de prédateur satisfait sur le visage. Il se sentait au sommet du monde. Un roi dans son château de marbre, venant de mater une rébellion insignifiante. « J'espère que la leçon est claire, » dit-il d'une voix forte, pour que tout le monde entende. Chez Prestige Immobilier, nous n'avons pas de temps à perdre avec les fantasmes des gens. La prochaine fois, allez rêver ailleurs. Il se tourna vers l'agent de sécurité, un colosse nommé Marc. « Marc, sors-moi cette femme. Et si elle résiste, n'hésite pas à appeler la police pour trouble à l'ordre public. Je suis sûr qu'elle a des choses plus intéressantes à raconter au commissariat. » C'était le point culminant de la cruauté, l'acte final de son petit théâtre de pouvoir. Les autres clients détournaient le regard, certains gênés, d'autres secrètement ravis du spectacle. Les employés, à l'exception de Chloé qui se mordait la lèvre pour ne pas crier, affichaient des sourires serviles. Marc s'approcha d'Élise, sa masse imposante créant une ombre sur elle. Il posa une main lourde sur son épaule. « Madame, il faut partir maintenant. » De l'extérieur, Élise semblait vaincue. Sa tête était baissée, ses épaules affaissées. Elle paraissait être une vieille femme fragile, brisée par l'arrogance d'un monde qui n'était pas le sien. Mais à l'intérieur, c'était une toute autre histoire. Un calme glacial régnait en elle. Chaque insulte, chaque rire, chaque geste de mépris était méticuleusement enregistré, non seulement par sa broche, mais aussi par son esprit. Elle savait que la faiblesse qu'elle affichait était son arme la plus puissante. Il la sous-estimait, et c'est précisément ce qui causerait leur perte. Alors que Marc la guidait fermement vers la sortie, Élise laissa, accidentellement, tomber son sac à main. Le contenu se répandit sur le sol. Un vieux portefeuille, des clés, un tube de rouge à lèvres et un petit carnet noir. Antoine soupira d'exaspération. « Ramassez-moi ça et foutez-la dehors !» ordonna-t-il. Chloé se précipita pour aider Élise, ses mains tremblantes ramassant les objets. C'est alors qu'elle vit le carnet noir. Il s'était ouvert en tombant, révélant la première page. Ce n'était pas un simple carnet. C'était un ancien agenda de chantier, datant de plusieurs décennies. Sur la page de garde, une écriture masculine et énergique avait tracé quelques mots. Pour Élise. Mon roc, ma partenaire. Ensemble, nous construirons des rêves. G. Et en dessous, une vieille photo en noir et blanc, jaunie par le temps, était collée. Elle montrait un jeune couple, rayonnant de bonheur,
posant devant les fondations d'un immense chantier. La femme, c'était Élise, jeune et belle. L'homme à ses côtés, bras dessus bras dessous, était le légendaire constructeur, Gérard Dubois, dans la force de l'âge. Le chantier derrière eux était celui de la Tour Céleste. Le souffle de Chloé se coupa. La preuve ultime était là, dans ce carnet. Ce n'était pas seulement la veuve du fondateur. C'était sa partenaire, sa muse, la co-créatrice de cet empire. Tandis qu'elle remettait le carnet à Élise, leurs doigts se frôlèrent. Chloé glissa discrètement la carte bancaire noire dans la main d'Élise. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Un pacte silencieux scellé au milieu du chaos. Élise récupéra ses affaires et, sans un mot de plus, se laissa escorter jusqu'à la porte. Juste avant de franchir le seuil, elle se retourna une dernière fois. Son regard n'était plus celui d'une victime. Il était perçant, rempli d'une promesse silencieuse. Elle regarda Antoine droit dans les yeux et prononça une phrase simple, presque un murmure, mais qui glaça le sang de Chloé. « Dites à monsieur de Villiers que Gérard aurait eu honte. » Puis, elle disparut dans la foule parisienne. Antoine n'entendit pas la remarque, ou choisit de l'ignorer. Il était trop occupé à célébrer sa victoire. « Bon, débarrassé de la vermine. Qui veut du champagne ? La maison m'offre une tournée pour célébrer une excellente matinée de travail. » Il sortit une bouteille de champagne millésimée de son mini-réfrigérateur personnel, le bouchon sautant avec un bruit festif. Il se versa une coupe et en proposa à ses collègues, qui acceptèrent avec empressement. L'ambiance devint rapidement celle d'une fête. Antoine, se sentant particulièrement en verve, sortit son téléphone pour immortaliser le moment. Il lança un direct sur Instagram. « Santé à tous mes followers. Petite célébration à l'agence après avoir géré une situation, disons, folklorique. C'est ça aussi la vie de luxe. Il faut savoir protéger son territoire des intrus. Number Prestige Life, number winner, number, no time for losers. » Il fit un clin d'œil à la caméra, ignorant que des milliers de personnes, y compris plusieurs journalistes spécialisés dans l'immobilier qui le suivaient, regardaient la scène. Pendant qu'Antoine et son équipe célébraient leur arrogance, Chloé s'était discrètement éclipsée dans les toilettes. Son cœur battait la chamade. Elle sortit son téléphone et envoya un message à un numéro qu'Élise lui avait discrètement glissé avec la carte. « J'ai vu la photo. Je suis avec vous à 100%. Dites-moi ce que je dois faire. » La réponse fut quasi instantanée. « Merci, mon enfant. Le courage est une vertu rare. J'ai besoin d'une dernière chose. La liste des participants et le programme de la cérémonie du Clé d'Or de ce soir. Peux-tu l'obtenir ? » Le Clé d'Or était l'événement le plus prestigieux de l'année. La cérémonie où Antoine devait être couronné agent de l'année. Chloé savait exactement où trouver cette information. Elle retourna à son bureau, le visage neutre, et en quelques clics, téléchargea le fichier PDF confidentiel sur une clé USB. Elle avait maintenant tout ce dont elle avait besoin. Dehors, assise dans une voiture noire aux vitres teintées qui l'attendait au coin de la rue, Élise téléchargeait les fichiers de sa broche sur un disque dur sécurisé. La vidéo de l'humiliation, l'audio des menaces, la destruction de la fausse carte. Tout était là, en haute définition. Elle reçut les captures d'écran de Chloé, puis le PDF du programme de la soirée. Elle transféra immédiatement une copie de toutes les preuves dans un dossier crypté sur un cloud, puis envoya le lien et le mot de passe à son avocat et à la rédactrice en chef du plus grand journal économique du pays, avec une simple instruction. Ne rien publier avant mon signal, ce soir à 22h précises. Elle regarda la photo de son mari dans le carnet. « On y est presque, mon amour, » murmura-t-elle. « Ce soir, la justice sera rendue. » Le masque allait enfin tomber, et la chute serait aussi spectaculaire que l'ascension avait été fulgurante. Paris allait assister à un spectacle qu'elle n'oublierait jamais. La célébration du champagne dans les bureaux de Prestige Immobilier battait son plein. Antoine Villiers, grisé par l'alcool et son propre ego, était au centre de l'attention. Il venait de recevoir un appel de l'organisateur de la cérémonie du Clé d'Or, confirmant sa place d'honneur et lui demandant une courte vidéo de présentation. Saisissant l'occasion de briller encore plus, il rassembla son équipe. « Écoutez-moi tous. Ce soir, je ne reçois pas ce prix seul. C'est la victoire de notre philosophie, de notre manière de travailler.
Nous sommes une famille, l'élite de l'immobilier. Je veux que vous participiez à ma vidéo. Dites quelques mots sur ce que cela signifie de travailler avec un gagnant comme moi. » L'idée fut accueillie par des acclamations. Un par un, ses employés, y compris ceux qui avaient ri le plus fort des humiliations d'Élise, se succédèrent devant la caméra de son smartphone, chantant ses louanges. Antoine nous a appris à ne jamais perdre notre temps avec les gens qui ne sont pas à notre niveau, déclara l'un. Grâce à lui, nous savons identifier les vrais clients VIP en un clin d'œil, ajouta une autre. Sans le savoir, ils étaient en train de creuser leur propre tombe, créant un témoignage accablant de leur culture d'entreprise toxique et discriminatoire. Antoine, ravi, monta rapidement la vidéo avec une musique triomphale et l'envoya aux organisateurs. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans le salon feutré d'un hôtel particulier près du parc Monceau, l'ambiance était tout autre. Élise Dubois était assise à une grande table en acajou, entourée de ses plus fidèles alliés. Il y avait Maître Durand, son avocat depuis 40 ans, un homme à la réputation d'acier, Isabelle Leroy, la journaliste d'investigation la plus redoutée de Paris, et sa fille, Camille, dont le visage était tendu par l'inquiétude et l'espoir. Sur la table, un ordinateur portable projetait sur un grand écran toutes les preuves collectées. La vidéo de la broche, l'enregistrement audio, les captures d'écran de Chloé, le PDF du programme de la soirée, et maintenant, la vidéo Instagram Live d'Antoine et la compilation de témoignages qu'il venait d'envoyer aux organisateurs, qu'Isabelle avait intercepté grâce à une de ses sources. La mosaïque de l'arrogance était complète, chaque pièce était à sa place. « C'est encore pire que ce que vous aviez décrit, Élise, » dit Maître Durand, son visage habituellement impassible marqué par le dégoût. Ce n'est pas seulement un comportement non professionnel, c'est de la discrimination caractérisée, du harcèlement. Nous avons de quoi les poursuivre sur une dizaine de chefs d'accusation. Isabelle Leroy, la journaliste, hochait la tête, ses doigts tapant déjà frénétiquement sur son clavier. L'article est prêt. Il s'intitule « Le roi est nu, la face cachée de l'immobilier de luxe ». Dès vous me donnez le signal, je le publie. Il sera en une du site dans les 30 secondes. Et nous enverrons une notification push à nos 2 millions d'abonnés. Les autres médias reprendront l'information dans les minutes qui suivent. Avant minuit, le nom d'Antoine de Villiers sera synonyme de honte. Élise écoutait calmement, son visage serein. Elle regarda sa fille. « Tu es prête, ma chérie ?» Camille prit la main de sa mère. « Je suis prête. Pour papa. Et pour Léo. » La dernière pièce du puzzle était Chloé. La jeune stagiaire, qui avait prétexté un malaise pour quitter l'agence plus tôt, se trouvait maintenant dans un petit café discret, non loin de l'hôtel. Elle était leur cheval de Troie. Son téléphone vibra. C'était un message d'Élise sur une application de messagerie sécurisée. « Chloé, le moment est venu. Êtes-vous toujours avec nous ?» La réponse de Chloé ne se fit pas attendre. « Plus que jamais, je suis à ma place. » Sa mission était cruciale. Elle devait assister à la cérémonie, non pas en tant que stagiaire, mais en tant qu'invité spécial d'un autre grand nom de l'immobilier, un vieil ami de la famille Dubois qui était dans la confidence. Elle devait s'assurer que l'équipe technique de l'événement reçoive une clé USB de dernière minute contenant la nouvelle version de la vidéo de présentation d'Antoine. Une version montée par les soins d'Isabelle Leroy, qui alternait les louanges des employés avec les images brutes de l'humiliation d'Élise. Dans son penthouse avec vue sur la tour Eiffel, Antoine de Villiers se préparait pour sa soirée de triomphe. Il choisissait méticuleusement son smoking, un Tom Ford sur mesure. Il ajusta son nœud papillon, répétant son discours de remerciement devant le miroir. Il se voyait déjà sur scène, sous les applaudissements, la clé d'or à la main. Il se sentait invincible, intouchable. Son téléphone sonna. C'était un de ses riches clients, un oligarque russe. « Antoine, mon ami, j'ai besoin de toi. Je veux acheter l'immeuble entier à côté de la tour céleste. Pour ma fille. Fais-moi une offre agressive, écrase la concurrence. Je te donne carte blanche. » Antoine sourit.
La vie était belle. Une récompense prestigieuse, une commission de plusieurs millions en perspective. Il ne pensait plus du tout à la vieille femme du matin. Elle n'était qu'un insecte qu'il avait écrasé sous sa chaussure, un souvenir déjà lointain et insignifiant. Il envoya un message à son assistant. « Prépare une offre pour l'immeuble voisin. Mets la pression maximale sur les propriétaires actuels. Dis-leur que nous avons un acheteur prêt à tout. » Il ne savait pas que les propriétaires actuels étaient un fonds de pension géré par le conseil d'administration, présidé par Élise Dubois. Il venait, une fois de plus, de fournir une preuve de ses méthodes brutales. La tension montait d'un cran. Dans le salon de l'hôtel particulier, Élise se leva. Elle avait troqué son simple manteau contre une élégante robe de soirée en soie bleu nuit. Autour de son cou, un simple collier de perles, le seul bijou que son mari lui ait jamais offert. Elle était transformée. La paysanne avait laissé place à la reine. « Il est l'heure, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Camille, tu restes ici avec Maître Durand pour coordonner la partie légale. Isabelle, tu sais ce que tu as à faire. Je pars pour la cérémonie. » Avant de sortir, elle s'arrêta devant un grand portrait de son mari, Gérard. Il était représenté jeune, le regard plein de rêves, sur un chantier. « Ce soir, je le fais pour toi, mon amour, » murmura-t-elle. « Pour l'honneur de tout ce que nous avons bâti ensemble. » Elle sentait le poids de l'héritage de son mari sur ses épaules, mais ce n'était pas un fardeau. C'était une armure. Alors que la limousine d'Élise glissait silencieusement dans les rues de Paris en direction du pavillon Gabriel où se tenait la cérémonie, Antoine de Villiers arrivait de son côté, posant pour les photographes sur le tapis rouge. Il était l'étoile de la soirée, le centre de toutes les attentions. Il ne voyait pas la silhouette discrète de Chloé, qui quelques instants plus tard remettait une petite clé USB au régisseur de la soirée en disant « C'est la version finale de la vidéo de Monsieur de Villiers. Il y a eu un changement de dernière minute. » Il ne se doutait de rien. Il ne savait pas que, dans quelques heures, son monde, construit sur le mépris et l'arrogance, allait s'écrouler en direct, devant toute l'élite de l'immobilier français. La tempête était sur le point d'éclater, et il était tranquillement assis à l'épicentre, savourant son triomphe. Le silence avant l'ouragan était assourdissant. La salle de bal du pavillon Gabriel scintillait de mille feux. Lustre en cristal, coupe de champagne et conversation feutrée créaient une atmosphère d'opulence et de pouvoir. Toute l'élite de l'immobilier parisien était réunie. Antoine de Villiers était à son apogée, passant d'un groupe à l'autre, acceptant les félicitations anticipées, son sourire carnassier ne quittant jamais son visage. Il se sentait comme un empereur romain le jour de son triomphe. Il ne remarqua pas la silhouette élégante qui venait d'entrer discrètement dans la salle, accompagné du respecté Jean-Pierre Lambert, un magnate de l'immobilier et vieil ami des Dubois. Élise s'installa à une table au fond de la salle, près de Chloé, observant la scène avec un calme impérial. Pour le monde, elle n'était qu'une invitée inconnue au bras d'une légende. Pour Antoine, elle était invisible. C'était exactement ce qu'elle voulait. Le moment arriva enfin. Le maître de cérémonie monta sur scène. Et maintenant, le prix que nous attendons tous. Le clé d'or de l'agent de l'année. Ce prix récompense l'excellence, la vision et des résultats exceptionnels. Et cette année, le lauréat est, sans surprise, Monsieur Antoine de Villiers. La salle éclata en applaudissements polis. Antoine se leva, ajusta son smoking et monta sur scène, savourant chaque seconde de gloire. Il prit le trophée doré, le brandit en l'air et s'approcha du micro. « Merci, merci à tous. Je suis sans voix. C'est un immense honneur. Je voudrais dédier ce prix à mon équipe, une famille qui partage ma vision, celle d'un immobilier d'élite pour une clientèle d'élite. Nous avons une philosophie simple, ne jamais perdre de temps avec ce qui est petit.
Il fit une pause pour laisser l'effet de ses mots s'installer. Et pour illustrer notre esprit d'équipe, nous avons préparé une petite vidéo. Il fit un signe confiant au régisseur. Sur l'immense écran derrière lui, la vidéo commença. Les premières secondes étaient celles qu'il avait montées, ses employés chantant ses louanges. Antoine nous a appris à identifier les vrais VIP. La salle souriait, certains hochaient la tête. Puis soudain, l'image changea brutalement. L'écran afficha une vidéo granuleuse, filmée sous un angle étrange. On y voyait Antoine, dans son agence, se moquant d'une vieille fan. Sa voix, amplifiée par les enceintes de la salle, résonna, cruelle et méprisante. Le penthouse. Madame, vous avez de l'humour. Rien que les frais pour organiser une visite coûtent plus cher que votre manteau. Un murmure de stupeur parcourut la salle. Le sourire d'Antoine se figea. Il se tourna vers l'écran, le visage blême, ne comprenant pas ce qui se passait. La vidéo continua, implacable. L'écran se divisa en deux. D'un côté, les images de l'humiliation. De l'autre, le direct Instagram qu'il avait fait plus tôt, où il se vantait d'avoir protégé son territoire des intrus. Le montage était diabolique. Chaque parole arrogante de ses employés dans la vidéo de présentation était immédiatement suivie d'une preuve vidéo de leur comportement discriminatoire. La scène où il coupait la fausse carte de fidélité en deux fut le coup de grâce. Des halètements choqués se firent entendre. Des gens sortaient leur téléphone pour filmer l'écran, la scène. Le silence dans la salle était total, assourdissant. Le visage d'Antoine passa de la confusion à la panique, puis à une terreur pure. Il chercha des yeux le régisseur, lui faisant des signes frénétiques pour qu'il coupe la vidéo, mais personne ne bougeait. Quand la vidéo se termina sur un gros plan du visage d'Élise, digne malgré l'humiliation, les lumières de la salle se rallumèrent. Le silence était pesant. Tous les regards étaient tournés vers Antoine, qui se tenait sur scène, figé, le trophée tremblant dans sa main. C'est alors que le maître de cérémonie, visiblement briefé, reprit la parole, sa voix grave. Il semblerait que nous ayons une invitée d'honneur ce soir qui souhaite dire quelques mots. Une personne qui connaît très bien la philosophie de Monsieur de Villiers. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la cofondatrice et actionnaire principale du groupe propriétaire de la Tour Céleste et de l'agence Prestige Immobilier, Madame Élise Dubois. Un projecteur illumina la table du fond de la salle. Élise se leva. La transformation était spectaculaire. La vieille femme frêle avait disparu, remplacée par une femme d'affaires puissante et élégante. Un murmure parcourut l'assemblée, cette fois-ci de reconnaissance et d'admiration. Elle monta lentement les marches de la scène, son calme contrastant avec la panique d'Antoine. Elle s'approcha du micro. Antoine recula d'un pas, comme s'il avait vu un fantôme. Ce n'est pas possible, bégaya-t-il. Vous êtes... Élise le regarda, non pas avec colère, mais avec une immense pitié. Je suis la femme que vous avez jugée sur son manteau. Je suis la femme dont le mari, Gérard Dubois, a posé la première pierre de cet immeuble avec ses propres mains, alors que vous n'étiez même pas né. Elle se tourna vers l'audience. Ce que vous venez de voir n'est pas un incident isolé. C'est le symptôme d'une culture d'entreprise toxique, basée sur le mépris et l'arrogance, qui a gangréné l'héritage que mon mari et moi avons bâti. Un héritage fondé sur le travail, le respect, et l'idée que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque. Au même moment, les téléphones de toutes les personnes dans la salle commencèrent à vibrer. Isabelle Leroy avait publié son article. Le titre, « Le roi est nu », s'affichait sur des centaines d'écrans. Le hashtag « Balance ton agent » commençait déjà à devenir viral sur Twitter. À compter de cet instant, continua Élise, sa voix résonnant avec une autorité incontestable, Monsieur Antoine de Villiers est démis de toutes ses fonctions. Une enquête interne est ouverte concernant tous les employés qui ont participé ou cautionné ces pratiques. L'agence de l'Avenue Montaigne sera fermée temporairement pour une restructuration complète. Antoine laissa tomber son trophée. Le clé d'or heurta le sol avec un bruit mat et dérisoire. Il tenta de dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Il était brisé, anéanti en public. Il se précipita hors de la scène, bousculant les gens,
essayant d'échapper aux regards accusateurs et aux flashs des téléphones qui le suivaient comme des prédateurs. La salle, après un instant de silence stupéfait, éclata en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, c'était une ovation. Les gens se levèrent, applaudissant le courage d'Élise, applaudissant le triomphe de la justice. Chloé, à sa table, pleurait. Mais c'étaient des larmes de soulagement et de fierté. Élise resta sur scène, le visage serein, acceptant des applaudissements non pas pour elle-même, mais pour les principes qu'elle défendait. Elle leva la main pour demander le silence. Une dernière chose. Le penthouse de la Tour Céleste n'est plus à vendre. J'ai décidé de le transformer en un lieu d'accueil pour les familles d'enfants gravement malades qui doivent venir à Paris pour se faire soigner. En mémoire de mon mari et en l'honneur de mon petit-fils, Léo. Cette annonce fut accueillie par une nouvelle vague d'applaudissements, encore plus forte. La justice n'était pas seulement punitive, elle était aussi constructive. La soirée qui devait être le couronnement d'Antoine de Villiers était devenue le théâtre de sa chute et de la renaissance d'un héritage. La vérité avait enfin éclaté, et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Pour Antoine, la chute ne faisait que commencer. Pour Élise, et pour tous ceux qui croyaient en un monde plus juste, une nouvelle aube se levait. L'onde de choc provoquée par la révélation d'Élise Dubois lors de la cérémonie du Clé d'Or fut un véritable tsunami qui déferla sur le monde de l'immobilier parisien et bien au-delà. Dans les jours qui suivirent, l'histoire était partout. À la une des journaux, en ouverture des journaux télévisés, et surtout sur les réseaux sociaux, où la vidéo de l'humiliation et du triomphe d'Élise accumula des dizaines de millions de vues à travers le monde. Le hashtag « Balance ton agent » devint un phénomène mondial, encourageant des milliers de personnes à partager leurs propres expériences de discrimination. La chute d'Antoine de Villiers fut aussi rapide et brutale que son ascension avait été arrogante. Ruiné financièrement par les poursuites judiciaires lancées par le groupe Dubois et des dizaines d'autres clients floués qui trouvèrent le courage de parler, il perdit tout. Sa femme demanda le divorce, ses amis de la haute société ne répondirent plus à ses appels, et son nom devint si toxique que personne dans le secteur ne voulut plus jamais l'embaucher. La dernière fois qu'on entendit parler de lui, il travaillait comme vendeur dans un magasin de téléphonie en banlieue, obligé de traiter chaque client avec un respect qu'il n'avait jamais connu, un rappel quotidien et cruel de ce que son arrogance lui avait coûté. Le sort des autres employés complices ne fut guère plus enviable. Licenciés pour faute grave, leurs noms furent blacklistés dans toute la profession. Ils apprirent à leurs dépens que suivre aveuglément un leader toxique mène au même précipice. Pour Élise, en revanche, une nouvelle vie commença. Elle sortit de l'anonymat non pas comme une victime, mais comme une icône de la justice et de la dignité. Elle restructura entièrement l'agence Prestige Immobilier, la rebaptisant Immobilier Dubois et Héritage, et nomma Chloé, la jeune stagiaire au grand cœur, directrice de la nouvelle agence. Sous leur direction, l'entreprise adopta une charte éthique révolutionnaire, basée sur la transparence, le respect inconditionnel du client et des programmes de formation pour les jeunes issus de milieux modestes. L'agence devint plus prospère que jamais, prouvant que l'on pouvait réussir brillamment sans écraser les autres. Le penthouse de la Tour Céleste, rebaptisé la Maison de Léo, ouvrit ses portes quelques mois plus tard. Grâce à la générosité d'Élise et aux dons qui affluèrent du monde entier, touchés par son histoire, le lieu devint un havre de paix pour des dizaines de familles. Et la meilleure nouvelle de toutes vint de Suisse. L'opération de son petit-fils Léo fut un succès total. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Léo est un jeune garçon plein d'énergie, qui court dans les couloirs de la maison qui porte son nom, jouant avec d'autres enfants qui, comme lui, ont eu une seconde chance. L'histoire d'Élise attira même l'attention de Netflix, qui produisit une mini-série à succès intitulée La Constructrice, inspirant des millions de personnes à ne jamais juger un livre à sa couverture. Chloé, devenue une femme d'affaires respectée, donne aujourd'hui des conférences dans les universités sur l'éthique en entreprise, racontant toujours avec émotion comment un simple acte de gentillesse a changé sa vie et celle de tant d'autres. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. La vérité finit toujours par triompher, même si elle prend du temps. Elle nous enseigne à ne jamais mépriser quelqu'un à cause de son apparence ou de sa situation, car on ne sait jamais quelle force et quelle grandeur
se cache derrière un visage humble. Et surtout, elle nous prouve que le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, est toujours récompensé. Le monde n'a pas été changé par les puissants ce jour-là, mais par le calme courage d'une femme de 70 ans et la bonté d'une jeune stagiaire. C'est une leçon que nous devrions tous garder précieusement dans nos cœurs. Quelle leçon avez-vous tirée de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Votre perspective est précieuse et peut inspirer d'autres membres de notre communauté. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Vous ne voudrez absolument pas manquer ce qui vous attend. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Chaque j'aime est un vote pour un monde plus juste et plus respectueux. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie, lui redonner courage ou simplement illuminer sa journée. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. Votre présence et votre soutien sont notre plus grande motivation. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au cœur.